Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble, comme chaque dimanche, pendant 30 minutes et je reçois ce soir Aure Berger, conseiller municipal de Magny-les-Hameaux et la plus jeune élue des Yvelines qui maintenant s'est engagée derrière Emmanuel Macron. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Aure Berger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née le 13 novembre 1986, vous avez donc 31 ans. Vous vous passionnez... 30 ans, pardon, Attention, pas encore. Vous vous passionnez pour la politique depuis longtemps puisque vous êtes engagée au sein de l'UMP dès l'âge de 16 ans. À 19 ans, vous devenez responsable départemental des jeunes, puis 3 ans plus tard, porte-parole nationale des jeunes populaires. En 2001, Valérie Pécresse vous nomme chargée de mission de la Fédération UMP des Yvelines. Elle est également candidate dans les Yvelines pour les élections régionales, donc Valérie Pécresse. Et en 2013, vous êtes nommée dans l'équipe nationale de l'UMP en qualité de conseillère politique. Vous êtes également élue de Magny-les-Hameaux. Vous avez mené une liste lors des dernières municipales et vous siégez à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous avez depuis peu donc rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche. Nous allons parler ce soir avec vous de cette campagne présidentielle un peu folle, mais aussi de vos engagements féministes en politique et ailleurs. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors je viens de le dire, vous êtes maintenant derrière Emmanuel Macron, mais avant vous avez soutenu, notamment lors de la primaire de la droite, Alain Juppé. Vous qui le connaissez bien, est-ce que sa déclaration de la semaine dernière, d'il y a quelques jours, disant qu'il ne voulait pas se représenter, ne voulait pas être le plan B, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a déçu? Alors, j'ai pas été surprise par cette décision. Déjà, j'ai trouvé que c'était une décision qui était extrêmement noble et sa déclaration d'une grande lucidité et d'une grande humilité. Moi, j'ai souvent entendu des critiques sur Alain Juppé en disant qu'il était boursouflé d'orgueil. Moi, j'ai vu très peu d'hommes ou de femmes politiques reconnaître un moment des faiblesses dans leur candidature et faire preuve de cette lucidité et de cette honnêteté, notamment quand il a parlé du profond besoin de renouvellement de la vie politique et du fait que de fait, malgré son intelligence, son talent, il ne pouvait pas l'incarner. Donc j'ai pas été surprise aussi parce que je pense qu'il avait intégré le fait qu'il n'avait pas été choisi lors de la primaire. Une primaire qui s'était extrêmement bien passée, avec 4,5 millions d'électeurs, sans aucune contestation des résultats, et un résultat net qui malheureusement lui a pas été favorable. Donc il en a pris acte. Et il a pris acte aussi du fait que la droite, en tout cas celle qui s'était déplacée pour voter à la primaire et qui avait choisi François Fillon, n'était pas celle qui lui permettait de rassembler sur son projet. Et c'était toute l'ambiguïté et la difficulté d'essayer de trouver un plan B à François Fillon pour la droite. C'était sur quel projet aussi, à un moment, rassembler cette droite-là, ce d'autant plus qu'elle s'est beaucoup radicalisée. Alors, que pensez-vous de l'attitude, alors cette fois-ci en tant qu'homme, là, de François Fillon dans cette affaire? On parlera après de votre mouvement, puisque vous avez quitté ce mouvement. C'est peut-être une des raisons, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne, côté les Républicains, et pour le coup, de l'obstination pour certains, ou peut-être le courage pour d'autres de François Fillon? Alors moi, j'y vois pas de courage. J'y vois d'ailleurs comme Alain Juppé de l'obstination, c'est-à-dire j'y suis, j'y reste. Peu importe les conséquences, pour son propre parti. Il se fiche en fait du destin pour avoir les Républicains, c'est-à-dire qu'il se pose pas du tout la question de l'après en cas de défaite à l'élection présidentielle. Donc c'est quand même une attitude qui est assez étonnante quand on a l'ambition de rassembler déjà les siens et puis ensuite de rassembler les Français. Ça, c'est la première chose. Donc beaucoup d'obstination et beaucoup d'orgueil finalement. Et puis, une totale déconnexion. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'il y a eu déjà plusieurs affaires. Fillon, moi, j'aime pas l'appeler Penelope Gate parce que pour moi, c'est un Fillon Gate. Je pense que voilà, c'est lui. C'est pas elle la responsable, mais c'est lui. Pour moi, c'est lui le responsable. C'est lui qui est à l'initiative de ces contrats de travail. Et j'en viens même à douter du fait qu'elle ait pu être au courant quand on voit, elle, les différentes déclarations qu'elle a pu faire. Et en tout cas, moi, je vois une femme en souffrance, donc j'ai pas envie... Voilà, de tirer sur l'ambulance. Non, et encore une fois, c'est pas elle qui fait de la politique, c'est lui. Donc c'est lui qui doit être attaqué parce qu'à un moment, quand on fait de la politique et quand on a toujours dit en plus qu'on faisait de la probité vraiment le cœur de son engagement, il faut l'assumer. Et quand on n'est pas propre soi-même, à un moment, forcément, les électeurs se posent des questions. Et il y a plusieurs affaires, il y a des questions de conflit d'intérêts qui sont majeures. C'est-à-dire que quand on a un cabinet de conseil, alors qu'on est ancien Premier ministre, qu'on vient à peine de redevenir parlementaire, qu'on monte pile dans ce laps de temps-là, de quelques jours, un cabinet de conseil qui travaille avec les plus grandes entreprises françaises, c'est quoi la contrepartie qu'elles obtiennent ? Moi, je me pose la question. On a encore une nouvelle affaire sur un prêt de 50 000 € qui lui aurait été fait
par un homme d'affaires très, très connu dans notre pays. Pareil, quelle est la contrepartie ? Est-ce que c'est juste entre amis ? Pareil, sur cette histoire totalement délirante de costumes. Dans l'absolu, moi, je me fiche du prix des costumes de François Fillon. Ce qui me gêne, c'est qu'on les lui offre, parce que déjà, la commission de déontologie de l'Assemblée nationale impose maintenant aux parlementaires que pour un cadeau de plus de 150 €, ce soit déclaré. Là, on en est quand même très loin, parce qu'on parle de 13 000 € rien que pour cette année. Et puis une déconnexion totale, c'est-à-dire que je crois qu'il comprend pas le problème. Il comprend pas que ça puisse choquer les Français, que sa femme ait bénéficié d'un contrat qui lui a permis de gagner 900 000 €. Oui, il comprend pas que ça puisse choquer les Français qu'il ait en 2 costumes payés par un ami l'équivalent d'une année d'un SMIC. Et c'est cette déconnexion, c'est-à-dire comment demain il pourra être le président de tous les Français. Alors je lui demande pas de partir en vacances au camping du coin, enfin c'est pas le sujet. Et personne lui demande ça, aucun Français lui demande ça. Par contre, on lui demande un minimum de sincérité, d'honnêteté et de transparence sur la manière avec laquelle il exerce ses mandats et sur les potentiels risques de conflits d'intérêts qui pour moi sont évidents. La vie française, la vie politique française, elle est heureusement réglementée notamment sur sa question financière. Les entreprises n'ont pas le droit de financer la vie politique française, c'est uniquement des personnes physiques. Et c'est limité à 7 500 € par an et par personne. Là, rien que sur ces 2 costumes, on a quasiment le double. À un moment, on a le droit de s'interroger pour savoir quelle est la contrepartie obtenue par ce riche donateur qui n'aurait pas pu faire un don normal à la campagne parce que ça aurait été sanctionné par la loi. Et alors, donc vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que la justice est contre lui, que la presse est contre lui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette affaire dans la presse notamment, ce qui n'équilibre pas beaucoup avec les autres candidats. Moi, je pense surtout que l'obstination de François Fillon a empêché cette campagne de vraiment commencer. C'est-à-dire que pendant des semaines, et vous voyez, même encore là, on s'est retrouvé contraint de commenter l'actualité judiciaire de François Fillon. S'il s'était retiré avec dignité, je pense que les Républicains auraient pu avoir un candidat plus sérieux, plus crédible, plus honnête, et on aurait pu avoir une campagne vraiment projet contre projet. Et c'est lui qui a mis son actualité judiciaire au cœur de la campagne. Quand il fait cette conférence de presse surréaliste il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines, c'est lui qui impose, qui convoque dans son QG les journalistes, pour en gros les insulter d'ailleurs, et pour redire attention, je risque d'être mis en examen le 15 mars. Donc c'est encore une fois, voilà, c'est lui qui a fait de son actualité judiciaire un fait politique. Moi je pense juste que la justice fait son boulot et qu'on est des justiciables comme les autres et c'est pas parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle qu'il doit être et présumé coupable, il est présumé innocent et même mis en examen, il est présumé innocent. Donc ça c'est important, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir une trêve judiciaire qui lui permettrait de s'exonérer de faits qui sont suffisamment graves. Alors vous êtes passé en marche avant toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que vous ne reconnaissiez plus dans cette droite ? Qu'est-ce qui ne vous plaisait plus ? Moi, j'ai toujours été libérale, on va dire libérale et progressiste, pro-européenne. C'est ce que je retrouvais dans la candidature d'Alain Juppé. Moi, j'étais dans son équipe de campagne pendant 2 ans. Et voilà, disons que c'est cette droite-là que j'ai eu envie de défendre, plus que celle d'un camp. Moi, vous l'avez rappelé, j'ai adhéré très jeune à l'époque à l'UMP, mais l'UMP, en 2002, c'était le parti qui avait été fondé par Jacques Chirac et par Alain Juppé. Et quand vous regardez même la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, et que vous la comparez à la campagne de 2017, ça n'a rien à voir. La campagne de 2007, c'est une campagne qui est équilibrée, ou même en termes de référence, en termes de soutien. On accuse beaucoup Emmanuel Macron d'être entouré de gens qui ne viennent pas forcément de sa famille politique, d'avoir des soutiens qui viennent de la gauche et de la droite. Mais Nicolas Sarkozy, qu'a-t-il fait si ce n'est l'ouverture ? Si ce n'est de dire à un moment, ce qui compte, c'est pas d'où les gens viennent, c'est leurs compétences et la qualité qu'ils ont. Et est-ce que les ministres dits d'ouverture de Nicolas Sarkozy ont été les plus mauvais ministres qu'on ait connus sous ce quinquennat ? Je suis pas sûre que Bernard Kouchner ait fait honte à la République française. Je pense même au contraire. Donc, si vous voulez, je pense que c'est des vieux référentiels. C'est des vieux modes de fonctionnement où on a tous été habitués, moi la première, à fonctionner dans des schémas où il y avait la gauche, la droite, puis un jour il y en avait un dans l'opposition et l'autre dans la majorité, puis hop, ça s'inversait. Eh bien, je pense qu'on peut en sortir. Et je pense que ce sera et c'est ce que vraiment veulent les Français bénéfique. aussi, vous pensez ? En tout cas, je pense que la gauche et la droite leur ont pas permis d'aller mieux, n'ont pas permis à ce pays d'aller mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des réformes portées par la gauche et par la droite qui ont été bénéfiques, qui ont été utiles, qui ont été des grandes réformes, notamment sur les enjeux de société. Donc, évidemment.
mais je pense que c'est indépendamment du fait que ça vienne de la gauche ou de la droite. Et je pense qu'on peut arriver à se retrouver sur un corpus. Et moi, le chemin que j'ai fait d'Alain Juppé à Emmanuel Macron, pour moi, il a été naturel parce que c'est celui qui incarne mieux ces valeurs-là. La question européenne, par exemple, pour moi, elle est majeure. Dans les meetings d'Emmanuel Macron, c'est le seul qui fait applaudir l'idée européenne et la réforme que l'on peut porter au sein de l'Union européenne. On en vient maintenant dans les meetings au sein des Républicains, au sein de la droite française, à ne plus oser parler d'Europe parce qu'on aurait une tentation de repli. C'est quand même, je trouve, une démission, un abandon sur un sujet pourtant majeur et qui aurait dû être porté par cette famille politique-là. Alors justement, parce que vous parlez du programme, sans entrer dans les détails, c'est vrai que on l'a beaucoup reproché de ne pas en avoir, ou de ne pas nous le donner. Ça y est, ça commence à prendre tournure. Et notamment, au niveau économique, c'est vrai qu'il y a il est un peu libéral et en même temps protecteur. On voit qu'au niveau des retraites, il veut par exemple l'équilibre entre le privé et le public, et puis en même temps permettre aussi aux gens de passer d'un emploi à un autre, et puis aussi de pouvoir avoir le pôle emploi même si on démissionne. Enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Est-ce que cet équilibre d'abord est pas un peu précaire, et est-ce que ce n'est pas vis-à-vis des gens qui sont derrière lui ou qui se demandent pour qui ils vont voter, on est un peu perdu parce que justement on a nos habitudes de bien droite-gauche, quoi. Alors je comprends la question, mais je pense que l'équilibre, c'est plus difficile à construire que quelque chose qui clive. C'est plus facile de cliver que de rassembler les gens. C'est plus facile de diviser que d'arriver à avoir un projet qui est modéré. Mais modéré, ça veut pas dire que vous portez pas des réformes qui sont, elles, radicales. Je vais vous donner un exemple. Le RSI, qui est un régime que connaissent malheureusement bien les chefs d'entreprise et qu'ils subissent surtout. Je pense que honnêtement, vous faites un sondage à 50 ans en Yvelines pour demander à ceux qui y sont assujettis ce qu'ils en pensent. Je pense que ce sera assez unanime. Nous sommes les seuls à dire qu'il faut non pas réformer le RSI, mais le supprimer. François Fillon qui disait on va renverser la table, sur ce sujet-là par exemple, il dit non, on réforme, mais on ne supprime pas. Un exemple aussi dans ce que vous dites, vous avez cité deux choses qui me semblent vraiment importantes, qui est la question des retraites et puis la question de l'assurance chômage. Moi, je crois au libéralisme. Et le libéralisme, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas des garanties et des protections, notamment aux plus fragiles, et notamment aux classes moyennes, aux classes populaires. On ne peut pas avoir que la liberté. Parce que sinon, en fait, si vous n'avez que la liberté, vous renforcez ceux qui vont déjà bien. Mais vous ne permettez pas forcément à ceux qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, d'avoir l'opportunité de l'être. Quand il dit qu'il veut créer une assurance chômage qui soit universelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous permettre de recréer, je dirais, de la fluidité, de la mobilité sur le marché du travail. Aujourd'hui, vous êtes salarié, vous cherchez un emploi, on vous dit, quand vous êtes jeune diplômé, le Graal, c'est le CDI. Il faut absolument décrocher un CDI parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir un prêt pour pouvoir acheter un logement, ou on ne pourra même pas avoir des fiches de paye approuvées pour avoir un appartement. Donc c'est hyper contraignant. Donc ça veut dire qu'on nous met dans un mode de pensée où on dit, voilà. Mais c'est vrai que les banques refusent quand il n'y a pas le CDI. Mais bien sûr. Mais elles refusent aussi parce qu'elles se disent que si vous êtes dans un contrat dit précaire, c'est-à-dire intérim, c'est-à-dire CDD, il y a une rupture qui est plus facile et que ce sera plus compliqué pour vous. Si vous arrivez à recréer de la mobilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche un emploi se dit finalement mon emploi je vais le créer moi-même, j'ai envie de créer ma boîte. Déjà il a plus la difficulté du RSI, première chose, et ça je peux vous assurer que c'est libérateur. Ou je suis en emploi mais cet emploi il me satisfait pas. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous disent ça. Finalement, je suis pas heureux dans ce que je fais. Ça compte quand même d'apprécier le métier qu'on est en train de faire, au-delà juste d'arriver à en vivre ou à survivre avec son salaire. Mais les gens hésitent à partir. Pourquoi ? Parce qu'en cas de démission, vous touchez 0 €. Résultat, les gens partent pas. Les gens partent pas, ça veut dire qu'ils sont pas forcément très heureux, qu'on a beaucoup de gens qui sont en burn-out pour les cadres, qu'on a des gens qui sont pas non plus très productifs dans leur travail, donc ça ne satisfait pas les entreprises. Si on se dit demain, si vous démissionnez, c'est-à-dire si vous prenez le risque de démissionner, on vous garantit que vous aurez droit à une assurance chômage, en contrepartie de quoi vous aurez soit à monter votre propre entreprise, soit vous aurez 2 propositions d'emploi qui vous seront présentées. Si vous ne les acceptez pas, vous perdez vos droits. C'est-à-dire, il y a une logique de droit et de devoir. Moi, ça, je trouve que c'est positif. C'est-à-dire que demain, tous ceux qui sont salariés ne vont pas démissionner. Parce que de toute façon, ça reste quand même un risque de prendre le risque d'être au chômage et tout le monde ne le prendra pas. Par contre, ceux qui hésitaient, là, ils vont enfin pouvoir se dire « Ok, je vais pouvoir prendre ce risque parce que je vais être accompagnée par Pôle emploi justement qui va me permettre de me soutenir dans ma création d'entreprise. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai le droit d'échouer.
Et c'est pas un truc qui va me marquer au fer rouge, comme c'est souvent le cas en France, où, oh là là, l'échec, c'est quand même un truc qui est difficile à vivre. À la fois, la réussite, c'est difficile à justifier, et l'échec, c'est difficile à vivre. Donc, vous voyez, je trouve cet équilibre-là, où on se dit oui à la liberté individuelle, oui à la liberté, en l'occurrence, d'entreprendre, mais en même temps, on doit donner aux gens un minimum de garantie, parce que sinon, on ne va continuer à favoriser que ceux qui sont déjà favorisés. Et ça, je pense que c'est cet équilibre-là qu'il construit. Et encore une fois, c'est plus facile de cliver et de diviser, et on le voit bien avec certains candidats, que d'arriver à rassembler. Demain, Emmanuel Macron devient président de la République, il faut qu'il gouverne. Derrière ces élections présidentielles, on va aller voter pour les élections législatives. Est-ce que le mouvement En Marche le prépare, et de quelle façon, j'imagine, et de quelle façon Emmanuel Macron va-t-il avoir une majorité pour pouvoir justement imposer ces réformes, parce que malheureusement la Ve République fait que ça passe par là? Alors, 2 choses. Donc, comment on le prépare ? Déjà, on a une commission nationale d'investiture qui a été mise en place. C'est une première. Déjà, elle est paritaire. Et aucun de ses membres n'est parlementaire ou ne se présente à une élection législative. Donc il n'y a pas de gens qui sont de parti pris. Et ça, c'est la seule commission nationale d'investiture qui fonctionne de cette manière-là par rapport à tous les autres partis politiques. Donc ça, déjà, c'est innovant. Ensuite, Emmanuel Macron a lui-même mis des règles. 50% des gens qui seront investis sur les 577 circonscriptions sont des gens qui n'ont jamais été parlementaires. Donc ça veut dire un profond renouvellement de la vie politique française. Et je pense que c'est attendu et que c'est sain, parce que des gens qui sont en mandat depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans, je suis pas sûre que la vie politique française se porte mieux parce qu'on est là depuis longtemps et qu'on met plus d'énergie à durer qu'à faire. Peut-être, mais c'est aussi des gens qui connaissent la fonction, qui connaissent aussi les rouages. Quelqu'un qui arrive comme ça, est-ce qu'il va pouvoir défendre les idées suffisamment bien déjà en arrivant à la... Parce qu'on a un processus de sélection qui va garantir qu'on a des gens qui sont compétents. La compétence législative, elle s'acquiert. Personne, de manière innée lors de son premier mandat, savait à la perfection écrire un amendement, écrire une proposition de loi en tant que parlementaire, être rapporteur d'un projet de loi. Donc, personne. Alors, en effet, quand vous en êtes à votre 4e ou 5e mandat, heureusement que vous avez une pratique qui, normalement, doit vous permettre d'aller un petit peu plus vite et d'être, je ne sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas plus efficace. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin de renouvellement, et je pense que les Français le souhaitent. Donc, sur la préparation, voilà, 50% de nouveaux. 50% de femmes. Et ça, pareil. Dont vous ? On verra. Vous n'avez pas décidé ou vous voulez pas me le dire ? On verra dans les prochaines semaines. D'accord. Vous y réfléchissez alors ? On m'en a parlé. D'accord. Donc je vous le dirai dans les semaines qui viennent. De toute façon, ça se fera pas avant fin mars pour les toutes premières investitures. Mais 50% de femmes, et j'ajoute dans des circonscriptions gagnables. Parce qu'en général, les femmes, quand elles sont investies, là, on est sûr qu'elles puissent pas gagner. Comme ça, on renouvelle, mais pas trop. Et donc ça, et puis après, une parité politique, c'est-à-dire il veut démontrer la diversité du mouvement qui est le sien par rapport aux investitures données. Donc voilà, il y a une crédibilité déjà qui est dans la préparation et le choix de ces candidatures-là. Ensuite, sur est-ce qu'on est garanti d'avoir une majorité ? Plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que je pense que les autres candidats ne sont absolument pas aujourd'hui en mesure de garantir une majorité. C'est-à-dire que comment va gouverner François Fillon avec les 250 parlementaires qui l'ont lâché ces dernières semaines ? Est-ce qu'ils vont revenir ? Quelle autorité il aura sur eux ? Je ne suis pas sûre qu'elle soit très forte, ni moralement, ni politiquement. Benoît Hamon, c'est pareil. Il y a quand même un certain nombre de parlementaires qui n'ont pas envie de le soutenir, de faire campagne pour lui. Quant à Marine Le Pen, aujourd'hui, elle a 4 parlementaires seulement. Ça fait une majorité qui est quand même extrêmement courte, et on voit bien que la crédibilité souvent de ces candidats, elle est largement remise en question, parce que c'est des gens qui, on le voit de manière très régulière, on le voit même maintenant dans un certain nombre d'équipes municipales, tiennent pas la route. Depuis 2014, sur tous ceux qui ont été élus avec le Front National sur des élections locales, 400 personnes ont démissionné. Donc déjà, il y a ça. Est-ce que les autres sont garantis, peuvent garantir d'avoir une majorité solide ? Vraisemblablement, moi, je répondrais non. Ensuite, est-ce que lui serait en mesure de garantir cette majorité parlementaire ? Moi, je pense que le processus qui est le nôtre sur le choix des candidats, le fait aussi qu'à un moment, il faut faire confiance à la cohérence des Français. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les Français ont élu un président de la République, ils lui ont donné une majorité. D'autant plus qu'on a des élections législatives, c'est le quinquennat qu'il a fait et l'inversion du calendrier, qui fait qu'on a des élections législatives qui se passent 1 mois après les élections présidentielles. Et je pense que si Emmanuel Macron gagne, c'est un tel bouleversement de la vie politique, c'est un éclatement demain des partis politiques tels qu'on les connaît, qu'il y aura une prime à ceux qui auront rejoint En Marche et ceux qui seront les candidats d'Emmanuel Macron et du nouveau président de la République sur le terrain.
On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Suite de l'hebdo politique où je reçois Aurore Berger ce soir. Alors il y a quelques jours, on a appris que l'enquête pour agression sexuelle et harcèlement sur Denis Baupin était classée sans suite pour prescription. Vous aviez dénoncé à l'époque des remarques sexistes, notamment au conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de justice ? Alors, la décision de justice, elle est intéressante parce que ce que dit le jugement, c'est on ne peut rien faire car c'est prescrit. Par contre, on reconnaît que les faits qui ont été dénoncés, la multiplicité des témoignages, créent un faisceau qui aurait pu conduire à une condamnation. Donc c'est quand même très important, c'est-à-dire que contrairement à ce que Denis Baupin prétend, contrairement à ce qu'il a fait dire par le biais de son avocat, il n'a pas été innocenté. Il n'est pas innocenté aujourd'hui. À aucun moment la justice n'a dit il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés. La justice dit malheureusement les faits sont prescrits et on n'a pas matière à agir. Ce qui signifie pour moi deux choses. Un, que les femmes qui ont déposé plainte contre lui ont eu un courage immense et elles ont eu raison de le faire. Contrairement à ce que j'ai pu lire, elles n'avaient rien à y gagner parce que c'est jamais évident d'oser mettre sur la place publique des agressions sexuelles parce que c'est bien cela dont il était l'objet. Et elles ont eu ce courage-là et j'espère que ça va encourager des femmes ou des hommes d'ailleurs qui pourraient en être victimes à avoir ce même courage, à ne pas renoncer, à ne pas considérer que cette décision de justice viendrait finalement limiter le courage qui a été le leur. Non, au contraire. Donc vraiment, ça a libéré, j'espère, et je le souhaite en tout cas, la parole. Il faut que ça continue. Et ça veut dire aussi qu'il faut changer la loi et qu'il faut que le délai de prescription en la matière évolue parce qu'on le sait, c'est extrêmement difficile dans les affaires de mœurs d'arriver à dénoncer, d'avoir le courage de dénoncer publiquement ce dont on a été victime. Mais je pense qu'à partir du moment où on prend la parole, on n'est plus victime. À partir du moment où on ose dire ce qu'on a subi, on inverse le rapport. Et c'est plus nous qui sommes les victimes. On s'expose, on prend le risque. Et je pense qu'il faut continuer à le faire parce qu'il faut à un moment que ces comportements cessent en politique et ailleurs. Évidemment, en politique, c'est plus visible. Mais il faut qu'en général, dans notre pays, la culture, qui est quand même une culture encore très patriarcale, change. Et ça va prendre du temps. Est-ce que vous n'avez pas, vous, la double peine, c'est-à-dire jeunes et femmes en politique ? Est-ce que c'est pas particulièrement compliqué ? Mais vous y avez été, donc finalement, c'est que c'est possible. Oui, on m'a pas forcé à m'engager. Mais moi, je pense surtout que tout ça, ça donne une image qui est extrêmement négative. C'est-à-dire, moi, je pense à des gens qui pourraient vouloir s'engager, notamment des jeunes femmes, qui disent vraiment, est-ce que j'ai envie d'aller m'engager là-dedans ? Est-ce que j'ai envie vous leur diriez, tiens, justement ? Je leur dis qu'au contraire, il faut venir. Parce que plus on aura de femmes qui sont engagées, et plus on aura des femmes de caractère, moins ces comportements-là pourront exister. Et je pense aussi que la société, elle est souvent en avance sur celles et ceux qui nous gouvernent. Et en la matière, elle est de moins en moins tolérante, et tant mieux. Sur toutes les questions des droits des femmes, la société est de plus en plus exigeante. Et je pense que progressivement, on aura un mouvement qui permettra de mettre à l'écart ces individus qui ont ce type de comportement. Et moi, je lance un appel aux femmes, engagez-vous. Plus nombreuses nous serons et plus nous compterons et plus nous ferons en sorte que ces comportements, non pas on arrive à les subir, etc. Non, on n'a pas à les subir, mais qu'au contraire, on marginalise ceux qui s'en rendent coupables. Et la jeunesse, est-ce que c'est encore aussi un tabou et un frein ? Alors on le voit bien aussi pour Emmanuel Macron, moins de 40 ans, s'il devient président de la République, ce serait aussi une première. Est-ce que vous avez l'impression que ça bloque en politique ? L'avantage en politique, c'est qu'on reste jeune très très longtemps. Donc en fait, c'est un super atout. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, quand vous avez maintenant 40 ans, vous êtes un senior. En politique, vous êtes très jeune. Oui, c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est chouette parce que du coup, je me dis que si je continue, je vais rester jeune encore quelques années. Donc voilà. Non, je pense que c'est ni un atout ni un inconvénient en fait. Je pense qu'il faut ni mettre en valeur sa jeunesse, ni considérer que c'est un handicap. C'est un fait, et puis un jour ça passe. De toute façon, on peut rien y faire. Comme le fait d'être une femme, ça, je vais pas changer. Donc voilà, à un moment, il faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Et puis à un moment, je pense que si demain Emmanuel Macron gagne, je pense que en vérité, ça en irrite aussi certains à cause de ça. C'est-à-dire des gens qui sont engagés depuis plus longtemps et qui se disent, lui, il a 39 ans. Ouais. Mais moi, je trouve ça formidable d'avoir l'opportunité d'élire quelqu'un qui, justement, a 39 ans, qui casse les codes et qui, en 3 ans, a réussi à créer un mouvement politique. Son mouvement politique, il l'a créé en 1 an, mais à se créer, lui, une légitimité politique pour être demain potentiellement
le président de la République française en 3 ans. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif. Ça ne veut pas dire que tout le monde en est capable, parce qu'il est quand même d'une intelligence et vraiment au-delà du normal, clairement. Ce ne sera pas un président normal. Mais je pense qu'en tout cas, ça montre aussi que les codes vont changer. Qu'on ne pourra plus faire de la politique comme certains l'envisageaient, c'est-à-dire comme un métier. Ce n'est pas une rente, la politique. Ce n'est pas un métier, c'est un engagement. Et il faut que ce soit sur un moment donné de sa vie. Typiquement, Emmanuel Macron, s'il est élu président de la République à 39 ans, il finira à 44 ans. Imaginons même qu'il soit réélu. C'est-à-dire qu'à moins de 50 ans, il aura déjà fait ses 2 mandats. Donc à moins de 50 ans, il commencera une nouvelle vie. Donc à un moment, c'est aussi ça le message qu'on doit envoyer. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de parlementaires, notamment du Parti Socialiste, dont c'était le premier mandat et qui ne se représentent pas. Pas parce qu'ils ont peur d'être battus, parce qu'ils disent voilà, j'ai été parlementaire pendant 5 ans, je prends cette expérience-là, mais maintenant je vais faire autre chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement positif et qu'il faut qu'il y ait comme ça beaucoup plus d'aller-retour entre ceux qui travaillent dans le privé, ou même parfois évidemment dans la fonction publique, et la vie politique, pour qu'il y ait plus de mobilité, plus de fluidité, et qu'on n'ait pas toujours les mêmes qui soient là depuis 30 ans ou 35 ans. Justement, vous parliez de président normal, vous parliez de socialiste. Ce qu'on reproche aussi beaucoup à Emmanuel Macron, c'est de passer un peu sous silence le fait qu'il était proche de François Hollande, qu'il a été son ministre, qu'il a été son conseiller à l'Élysée. Est-ce que c'est quelque chose qu'il veut qu'on oublie et est-ce qu'il a du mal à faire un bilan un peu positif de ce quinquennat ? Parce que l'aile droite du PS ne sait pas trop où elle est. Elle aimerait bien avoir un appel du pied d'En Marche. Encore une fois, déjà, lui, il assume. C'est-à-dire que, oui, il a été le conseiller de François Hollande quand François Hollande était candidat, puis à l'Élysée, et il a été son ministre. Mais surtout, à un moment, il a assumé des désaccords politiques. Il aurait pu rester dans le confort d'un ministère, attendre de voir si François Hollande allait ou non être candidat à l'élection présidentielle. Donc il aurait pu choisir ce confort-là parce qu'encore une fois, il a que 39 ans. Et il aurait pu dire finalement, moi je vais faire le parcours du bon élève, je vais être investi sur une élection législative et être vraisemblablement élu, et je vais pas prendre de risques. Et je trouve qu'il a pris tous les risques. On a l'impression que c'est simple son parcours quand on le voit aujourd'hui CEO et potentiellement demain président de la République. Enfin, il a 39 ans, il a assumé un désaccord politique avec le président de la République, il est parti, il a assumé d'être candidat à l'élection présidentielle avant même de savoir que François Hollande ne serait pas candidat à ses successions. Il a démissionné de la haute fonction publique. Il n'a pas de rémunération aujourd'hui. Il autofinance sa campagne avec un prêt personnel, ce qu'aucun autre candidat ne fait. Tous s'adossent sur leur parti politique. Tous sont parlementaires pour des mandats que clairement ils n'ont pas le temps d'assumer, mais en touchent une rémunération. Donc, si vous voulez, je pense qu'il assume l'entièreté de son parcours, parce que c'est un parcours dont il n'a pas à rougir, dire avoir été conseiller du président de la République et avoir été son ministre, je pense que personne n'a à en rougir. Ce d'autant plus qu'on assume un moment un désaccord politique et qu'au lieu de le formuler dans la presse à coups de petites phrases et de off, on l'assume publiquement et qu'on part. C'est la dernière question parce que le temps court. Vous parlez beaucoup de lui, en fait. Ce parti, si on peut dire, En Marche, tient beaucoup sur lui, finalement. En Marche, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne un peu le veau d'or, comme disent ses adversaires Non, parce que ça finit mal, donc il vaut mieux pas. Mais voilà, on sent que ça tient beaucoup sur lui. Et après, on a l'impression que c'est un peu le désert. Vous comprenez qu'on puisse croire ça ou comprendre ça ? Je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de le faire croire, surtout. Après, évidemment, En Marche, ça repose sur Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui a cette intuition à un moment du besoin de renouvellement politique. C'est lui qui a cette intuition de la fin des clivages ou du fait qu'en tout cas, les clivages tels qu'on les connaissait gauche-droite sont plus pertinents et qu'il y a de nouveaux clivages qui existent et qui sont les véritables clivages. Est-ce qu'on est pro-européen ou est-ce qu'on est souverainiste ? Est-ce qu'on est des libéraux ou est-ce qu'on est des conservateurs ? Et c'est ça qu'il incarne. Et après, il est entouré. Moi, je le vois tous les jours. Je vois tous les jours des gens qui nous rejoignent, qui le soutiennent, que ce soit des élus locaux, que ce soit des parlementaires, que ce soit des gens qui viennent de la société civile. Et je pense qu'à un moment, ce renouvellement politique qui va, je l'espère, opérer grâce à lui, il est extrêmement positif. Et je pense que vous allez voir qu'on sera de moins en moins seul. Et je l'espère surtout qu'on sera accompagné par les Français qui, eux, vont décider en avril prochain. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, comme toutes les semaines, audio et vidéo, sur radiosensation.fr. Bon dimanche à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. L'hebdo politique sur Sensation.